J'ai quitté mon emploi dans le Montana il y a 6 mois. J'ai détruit presque tout ce qui me reliait à lui. Ma licence, mon contrat, même ma vieille veste que je portais toujours dans la forêt. J'ai effacé toutes les photos de mes caméras de surveillance et de mon téléphone personnel, puis j'ai formaté les disques durs. J'ai déménagé dans le sud, dans une petite ville du Wyoming, j'ai loué une maison et j'ai essayé de me convaincre que tout était fini. Cependant, il y a 2 semaines, j'ai vu la même trace, d'abord sur un chemin forestier boueux, puis au bord d'un ruisseau où je pêchais. C'était lui. Je l'ai reconnu immédiatement. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de déménager. Je m'appelle Marc et, jusqu'à récemment, j'étais chasseur professionnel. Pas le genre qui attend en embuscade pour un trophée, mais celui qui est engagé par l'État. Mon travail consistait à contrôler la population de prédateurs, principalement des loups. Le nord du Montana, où j'ai travaillé ces 5 dernières années, est une région sauvage. D'immenses forêts, des montagnes, quelques fermes éparses et une réserve indienne à proximité. Les loups font partie de l'écosystème, mais lorsqu'ils deviennent trop nombreux, ils commencent à poser des problèmes. Ils attaquent le bétail et s'approchent trop près des habitations. C'est alors que le département de la faune sauvage intervient. J'étais l'un de ceux qui acceptaient ce travail. Ce travail exige des compétences spécifiques et des nerfs solides. Il ne s'agit pas simplement de se promener dans les bois avec un fusil. Il faut passer des semaines à étudier le terrain, installer des pièges photographiques, analyser les traces, les excréments, les itinéraires de la meute. Il faut comprendre leurs habitudes, savoir comment ils pensent. Ce n'est pas un safari, c'est un travail méthodique, presque scientifique. Et j'étais doué pour cela. Je respectais les loups, à ma manière. Ce sont des animaux intelligents et forts. Mais le travail est le travail. Il n'y a pas de place pour les émotions. Tout a commencé à la fin de l'été dernier, en août. J'ai reçu une nouvelle commande. Plusieurs éleveurs de la vallée à l'est du parc national de Glacier se plaignaient de pertes. En 1 mois, plus d'une dizaine de moutons et même de veaux avaient disparu. Au début, tout le monde a mis cela sur le compte d'une meute ordinaire. Mais ensuite, des anomalies ont commencé à apparaître. Les éleveurs sont des gens qui ont passé toute leur vie sur ces terres. Ils connaissent le mode de fonctionnement des loups. Or, ici, tout était différent. Habituellement, les loups agissent de manière coordonnée. Ils encerclent leur proie, l'épuisent, puis la tuent. Les carcasses présentent des traces caractéristiques, des morsures au cou, à l'aine et aux pattes. Ici, les animaux ont été retrouvés simplement déchiquetés. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni de sang à grande distance. C'était comme si quelque chose d'énorme avait simplement fondu sur elles, les avait tuées et était reparti en emportant une partie des carcasses. L'un des éleveurs, un vieil indien de la tribu des Pieds-Bons Noirs, a appelé le shérif et lui a dit que ce n'était pas un loup. Il a utilisé un mot de sa langue que le shérif n'a pas compris, mais sa voix était empreinte de peur, une véritable peur animale. On m'a envoyé sur place. J'ai d'abord fait le tour des fermes, parlé aux gens. Tous racontaient à peu près la même chose. Les attaques avaient fait lieu la nuit, toujours par nuit, de pleine lune. Personne n'avait dit rien entendu. Les chiens, qui aboyaient habituellement au moindre bruit, étaient silencieux, recroquevillés dans leur niche. Un jeune homme, fils d'un fermier, jurait avoir vu quelque chose dans la lumière des phares de son camion, alors qu'il rentrait tard le soir. Quelque chose de grand, de sombre, qui se déplaçait à la lisière de la forêt. Il avait pensé à un grizzly, mais le lendemain, il n'avait trouvé aucune trace d'ours, seulement des traces de loup. Mais elles étaient étranges. Je me suis rendu sur l'un des lieux de l'attaque, un pâturage entouré d'une forêt clairsemée. La carcasse d'un mouton gisait à une 50aine de mètres de la clôture. Le spectacle était vraiment inhabituel. Le sternum était ouvert comme une boîte de conserve. Les côtes étaient brisées,
les entrailles le partiellement dévorées. Cependant, le cou et les pattes étaient intacts. Les loups ne procèdent pas ainsi. Ils commencent par les tissus mous. J'ai inspecté les environs et j'ai trouvé des traces. Elles ressemblaient à des empreintes de loup, mais elles étaient beaucoup plus grandes. J'avais déjà vu des traces de grands mâles alpha, mais celle-ci était gigantesque. La longueur de l'empreinte était de près de 18 cm. J'ai estimé le poids de l'animal à une centaine de kilos, voire plus. Un loup gris ordinaire pèse 2 fois moins. Mais ce n'était pas seulement une question de taille. La distance entre les traces indiquait une foulée incroyablement longue. Et il y avait un autre détail qui m'a donné des frissons dans le dos. Les empreintes des pattes arrière se superposaient parfois à celles des pattes avant, comme si l'animal s'était soulevé un instant. J'ai attribué cela à la particularité du sol, à la vitesse de course, à n'importe quoi. Je ne voulais pas croire ce que mon instinct me disait. J'ai installé plusieurs pièges photographiques autour de la vallée, sur les sentiers menant à la forêt. J'ai utilisé des appâts classiques, des morceaux de viande, des mélanges odorants spéciaux. Une semaine s'est écoulée. Les caméras ont filmé la vie normale de la forêt. Des cerfs, des coyotes, un jeune ours qui est passé 2 fois, et des loups. Une meute normale, 6 têtes. Ils s'approchaient de l'appât, le reniflaient et s'en allaient. Ils n'étaient pas responsables des pertes, ils étaient eux-mêmes effrayés. Sur plusieurs enregistrements, on pouvait voir les loups, sentant quelque chose, rabattre la queue et littéralement s'enfuir de cet endroit. J'ai élargi la zone de recherche, m'enfonçant dans la forêt sur plusieurs kilomètres. Le terrain y devenait de plus en plus sauvage et difficile à parcourir. Des corniches rocheuses, des sous-bois denses. J'ai trouvé d'autres traces de cette créature. Elle le menait vers le nord, en direction des montagnes que les habitants appelaient le géant endormi. C'était une chaîne de montagnes avec plusieurs sommets qui ressemblaient vraiment à un homme allongé. L'endroit avait mauvaise réputation. Les Indiens de la réserve évitaient trop de s'y rendre. On disait que des esprits y vivaient. Je ne croyais pas à ces histoires. Pour moi, ce n'étaient que des montagnes. Une nuit, la caméra installée au plus profond de la forêt, au pied de cette chaîne de montagnes, s'est déclenchée. J'ai reçu un signal sur mon communicateur satellite. Je me trouvais dans mon camp de base, à une dizaine de kilomètres de là. Le matin, je suis arrivé sur place. La caméra avait été arrachée du poteau. Le boîtier en plastique était brisé, l'objectif fissuré. Heureusement, la carte mémoire était intacte. Je l'ai insérée dans mon ordinateur portable, assis sur un arbre tombé. Il y avait plusieurs courtes vidéos sur l'enregistrement. Les premières étaient normales. Un cerf a couru, puis un renard. Et puis, ça a commencé. Il était 2 heures du matin. La caméra s'allume. Il n'y a rien à l'image, mais on entend un bruit. Le craquement des branches, lourd, régulier. Puis une patte apparaît à l'image. Énorme, recouverte d'une fourrure sombre, presque noire. Elle se pose sur le sol, juste devant l'objectif. Puis une deuxième. La créature s'est arrêtée juste devant la caméra. On ne voyait que sa poitrine et ses pattes avant. Sa fourrure était épaisse, emmêlée, avec des feuilles et de la boue coincée dedans. Il se tenait simplement là et respirait. Durement, d'une voix rauque. On pouvait entendre sa respiration même à travers les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Puis il a levé la tête et a regardé directement dans l'objectif. Je ne voyais pas ses yeux, seulement une silhouette sombre sur fond de forêt nocturne. Et à ce moment-là, il a émis un son. Ce n'était ni un hurlement, ni un grognement. Quelque chose entre les deux, guttural, semblable à un grincement. Et là, l'enregistrement s'arrête. La dernière image est floue, comme si quelque chose avait heurté la caméra. J'ai regardé cette vidéo une dizaine de fois. Ce n'était pas un ours. La structure des pattes, de la cage thoracique,
Tout était celui d'un loup. Mais la taille, les dimensions étaient impossibles. J'ai téléchargé le fichier et supprimé l'original de la carte. Ce n'était plus simplement un travail sous contrat. C'était devenu quelque chose de personnel. Je devais comprendre ce que c'était. J'ai décidé de changer de tactique. Au lieu de l'attendre près des fermes, j'ai décidé de le suivre. J'ai emporté tout le nécessaire pour une semaine de randonnée autonome. Une tente, de la nourriture, de l'eau, des armes. Mon arme principale était un fusil de calibre 308 avec une bonne optique. Pour les distances courtes, j'avais un fusil de calibre 12 et un pistolet. Je n'étais pas un imprudent. Je savais que je m'aventurais dans l'inconnu et le danger. Les botrastes me conduisaient toujours plus haut dans les montagnes. J'avançais lentement, prudemment, en regardant constamment autour de moi. La forêt était différente ici, plus ancienne, plus sombre. Les sapins et les pins étaient si denses que même en plein jour, une pénombre régnait. Tout était très calme. Les oiseaux ne chantaient pas. On n'entendait ni écureuils, ni autres petits animaux. C'était comme si toute vie avait quitté cet endroit. Les seuls bruits étaient le vent dans les cimes des arbres et le craquement des branches sous mes bottes. Le 3e jour, j'ai trouvé son repère. Une petite grotte dans la roche, cachée derrière des buissons sauvages. À l'intérieur, ça sentait le chien, l'humidité et autre chose. Une odeur douceâtre et nauséabonde de viande en décomposition. Des os rongés gisaient sur le sol. Des os de cerf, d'un gros oiseau et quelque chose que je n'ai pas pu identifier tout de suite. On aurait dit des os de pattes d'ours, mais qui pouvait bien chasser l'ours? À l'entrée de la grotte, j'ai trouvé un morceau de laine, accroché à une pierre pointue. Il était sombre, dur, presque comme du fil de fer. Je l'ai mis dans un sac en plastique. C'était une preuve matérielle, quelque chose qui pourrait être envoyé pour analyse. Si je parvenais à sortir d'ici, bien sûr. Cette nuit-là, j'ai établi mon campement à quelques kilomètres de la grotte, dans une petite clairière près d'un ruisseau. Je n'ai pas allumé de feu pour ne pas me trahir. Le dîner était froid, composé de rations sèches. La nuit était claire, mais la lune était presque invisible. J'étais assis, adossé à un arbre, mon fusil sur les genoux, et je scrutais l'obscurité. La fatigue me gagnait, mais je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelqu'un m'observait. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était l'expérience. 5 années passées dans la forêt m'avaient appris à faire confiance à mon instinct. Et mon instinct criait au danger. Vers minuit, j'entendis un hurlement. Il venait de l'endroit où se trouvait la grotte. Mais ce n'était pas un hurlement de loup ordinaire. Il était plus grave, plus profond, et il y avait dans ce son quelque chose qui me glaçait le sang. Ce n'était pas le chant d'une meute, ni un appel, c'était une affirmation, l'affirmation de celui qui était le maître ici. Le hurlement a résonné dans la vallée, puis s'est éteint. Le silence est revenu. Mais il était différent, il était tendu, pesant. J'ai vérifié mon fusil, mis une cartouche dans la chambre. J'ai fixé la lunette de visée sur le viseur nocturne. Il ne restait plus longtemps à attendre. Il savait que j'étais là, et il me suivait. À ce moment-là, je n'étais pas un chasseur. J'étais un appât. L'horloge de mon communicateur indiquait presque 3 heures du matin lorsque je l'ai aperçu. Au début, ce n'était qu'un mouvement à la lisière de la clairière, capté par ma vision périphérique. Quelque chose de sombre s'est détaché du mur d'arbres. Lentement, sans faire de mouvement brusque, j'ai levé mon fusil et j'ai collé l'oculaire de la lunette de visée nocturne à mon œil. Le monde s'est teinté des tons phosphorescents et verts familiers. J'ai balayé le bord de la forêt avec le canon. Le voilà. La créature se tenait à une centaine de mètres de moi, partiellement cachée derrière le tronc d'un vieux pin. Elle ne bougeait pas, elle restait simplement là, à me regarder. À travers la lunette,
Je pouvais la voir beaucoup mieux que sur l'enregistrement de la caméra de surveillance. C'était sans aucun doute un loup, ou du moins quelque chose qui avait un loup à la base. Mais tout en lui était anormal, déformé. Il me montait à la poitrine, voire plus haut. Son thorax énorme et bombé se prolongeait par un torse maigre. Ses pattes avant étaient disproportionnellement longues et puissantes, avec des articulations massives qui ressemblaient davantage à celles d'un primate que d'un canidé. Son pelage, comme j'ai pu le constater, était sombre, presque noir, épais et emmêlé. Mais le plus étrange était sa tête. Son museau était plus court et plus large que celui d'un loup ordinaire, et ses yeux, dans la lumière verte de la lampe de nuit, ils brillaient d'une lueur terne et inanimée, et ils étaient intelligents. J'ai vu beaucoup d'animaux à travers le viseur. Dans leurs yeux, il y avait l'instinct, la peur, l'agressivité. Dans ses yeux, il y avait autre chose, la conscience. Il ne me sentait pas simplement. Il savait que j'étais là. Il savait que je le regardais à travers le viseur. Il fit un pas hors de l'arbre, et je le vis entièrement. Il ne se déplaçait pas comme un loup. Il y avait dans sa démarche une fluidité, une souplesse effrayante, inhabituelle chez un animal de cette taille. Il ne se faufilait pas. Il marchait simplement, comme un maître. Je maintenais le réticule de la lunette sur sa poitrine, juste en dessous de la tête. Mon doigt était sur la gâchette. J'attendais. Mon contrat était de tirer sur un loup représentant une menace. Cette créature, quelle qu'elle soit, correspondait parfaitement à la description. Elle s'arrêta au milieu de la clairière, à environ 70 mètres de moi. Elle leva la tête et renifla l'air, puis elle fit quelque chose qui me coupa le souffle. Lentement, sans effort apparent, il s'est dressé sur ses pattes arrière. J'étais assis, agrippé à mon fusil, regardant la créature à 4 pattes se transformer en une silhouette bipède. Elle se tenait légèrement voûtée et mesurait maintenant plus de 2 mètres. Ses pattes avant pendaient librement le long de son corps et ressemblaient désormais presque à des bras. Elles étaient longues, avec des articulations distinctes et se terminaient par d'énormes griffes. Il resta ainsi quelques secondes, tournant la tête d'un côté à l'autre, comme s'il observait les environs. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Cette étrange trace laissée par ses pattes arrière qui recouvrait dans ses pattes avant n'était pas due à la nature du sol. C'était le moment où il se dressait sur ses 2 pattes. J'ai cessé de réfléchir, d'analyser. L'instinct a pris le dessus. C'était une menace, inconnue, monstrueuse, mais une menace. J'ai expiré doucement, j'ai visé sa poitrine et j'ai appuyé sur la détente. Le coup de feu a retenti dans la forêt nocturne. Le recul m'a frappé l'épaule comme d'habitude. À travers la lunette, j'ai vu la balle atteindre sa cible. La créature a sursauté, comme sous l'effet d'un coup violent. Un liquide sombre jaillit de la blessure sur sa poitrine. Il poussa un grognement bref et vacilla. J'étais certain d'avoir touché son cœur ou ses poumons. Pour n'importe quel loup, même le plus grand, c'était une condamnation à mort. Mais il ne tomba pas. Il s'agenouilla sur ses 4 pattes, mais ne s'effondra pas au sol. Il regarda droit dans ma direction. Même à cette distance, je sentais son regard. Il n'y avait ni douleur, ni peur. Il n'y avait qu'une rage pure et concentrée. Sans quitter la lunette des yeux, je réarmai rapidement mon arme, jetai la douille vide et chargeai une nouvelle cartouche. La créature s'est précipitée vers moi. Sa vitesse était incroyable. Elle a parcouru 70 mètres en quelques secondes. J'ai eu le temps de tirer une nouvelle fois. La balle l'a touchée à l'épaule. Elle a poussé un cri, mais n'a même pas ralenti. J'ai compris que je ne pouvais plus rien faire avec le fusil. Je l'ai jeté de côté et j'ai saisi le fusil de chasse qui se trouvait à côté. Il n'était plus qu'à 10 mètres lorsque j'ai levé mon arme. À la lueur des étoiles, j'ai vu sa gueule béante, pleine de dents plus longues et plus acérées que celles de tous les prédateurs que je connaissais. Je tirai 2 coups.
2 cartouches de calibre 12 le frappèrent à la poitrine et au cou. La force du choc fut telle qu'il fut projeté en arrière. Il vola 2 mètres et s'écrasa lourdement sur le sol, soulevant un tas de feuilles arômes mortes. Je restai assis, immobile, serrant le fusil fumant dans mes mains. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. Je regardais la carcasse sombre gisant dans la clairière. Elle ne bougeait pas. Je restai assis quelques minutes, essayant de reprendre mon souffle et de reprendre mes esprits. Le silence, rompu seulement par le bourdonnement dans mes oreilles, m'oppressait. Finalement, je me suis forcé à me lever. Mes jambes étaient un baissière molle. Le fusil à pompe prêt à tirer, je me suis approché lentement du corps. L'odeur de chien et de sang m'a frappé les narines. J'ai poussé la carcasse avec le canon. Aucune réaction. Il était mort. J'ai allumé ma lampe frontale et l'ai éclairé. Le spectacle était répugnant. De près, il semblait encore plus anormal. Son pelage était dur et sale. Sous celui-ci, on devinait les bosses de muscles puissants et anormalement développés. Sa tête était fracassée par les plombs, mais même ainsi, on voyait qu'elle n'avait pas la forme d'une tête de loup. Le crâne était plus large, le front plus haut. J'ai délicatement écarté ses mâchoires. Les dents étaient lasses et jaunes, les crocs énormes. Mais ce qui m'a frappé, c'est la structure des autres dents. Elles n'étaient pas tout à fait celles d'un prédateur. Elles ressemblaient davantage à des dents humaines, mais en plus grandes et plus pointues. Je fis le tour du corps. Les pattes arrière étaient longues, avec une courbure étrange au niveau de l'articulation, qui lui permettait de se tenir debout. C'était une créature, un hybride de quelque chose que je ne pouvais ni ne voulais comprendre. Il fallait prévenir le département. Mais que leur dirais-je? Que j'avais abattu un loup surdimensionné qui marchait sur 2 pattes? On se serait moqué de moi et on m'aurait envoyé faire un examen psychiatrique. Cependant, j'avais un cadavre. C'était la preuve principale. Il y avait près de 15 km de terrain accidenté jusqu'à mon camion. Il était impossible de transporter seul une carcasse de plus de 100 kilos. J'ai décidé de retourner d'abord à mon véhicule, puis de réfléchir à la marche à suivre. Cependant, je ne pouvais pas le laisser là. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas une bonne idée. J'ai pris une décision. Je n'allais pas le découper, je l'emporterais entier. J'avais besoin de tout le cadavre. Je suis retourné à mon campement improvisé. J'ai pris une bâche et des cordes. Il m'a fallu près d'1 heure pour emballer le corps. Le traîner jusqu'au camion a été un véritable enfer. Cela m'a pris le reste de la nuit et presque toute la matinée. J'étais complètement épuisé lorsque j'ai enfin réussi à traîner le paquet jusqu'à la route forestière où se trouvait ma camionnette. À l'aide d'un petit treuil manuel que j'avais toujours avec moi, j'ai réussi avec beaucoup de difficulté à hisser l'énorme paquet dans la benne. Je l'ai recouvert d'une autre vieille bâche pour ne pas attirer l'attention. J'ai jeté un dernier regard vers la forêt. Elle semblait calme et sereine, mais je savais désormais que ce n'était qu'une façade. Le trajet jusqu'à la ville a pris environ 2 heures. Je roulais à toute vitesse, sans m'arrêter. Je n'osais pas me rendre directement au commissariat. Il fallait que je réfléchisse à la manière de présenter cette information. Je suis rentré chez moi. J'ai garé le camion dans le garage, fermé les lourds portails de l'intérieur, et c'est seulement alors que je me suis autorisé à respirer. J'ai d'abord déchargé mon arme et mon sac à dos, puis je les ai apportés dans la maison. Je suis ensuite retourné au garage. Je me tenais debout et regardais la bâche dans la benne. Une odeur faible mais familière, écœurante et sucrée, s'en dégageait. J'ai décidé de la laisser là jusqu'au matin. Le lendemain, l'esprit clair, je prendrai une décision. J'ai pris une douche, bu presque une demi-bouteille de whisky, mais cela n'a pas aidé. J'étais extrêmement fatigué. Je me suis simplement effondré sur le canapé du salon et je me suis endormi. Je me suis réveillé à cause du froid. Il faisait sombre dans la maison,
Il était déjà tard dans la nuit dehors. Je ne savais pas combien de temps j'avais dormi. Ma première pensée a été d'aller vérifier le garage. Je me suis levé, les jambes engourdies. Sans allumer la lumière, je me suis approché de la porte menant au garage et l'ai ouverte. J'ai allumé la lampe. Mon pick-up était à sa place. Tout était comme je l'avais laissé. Je me suis approché de la carrosserie. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, sans que je sache pourquoi. J'ai tendu la main et j'ai tiré la bâche. La benne était vide, complètement, parfaitement vide. Pas de sac, pas de cadavre, pas de corde. Pas même une goutte de sang ou de boue sur le plancher métallique. Je me tenais dans un silence complet, éclairé par une seule ampoule, et je regardais la benne vide de mon camion. Il ne pouvait pas avoir disparu comme ça. Je l'avais moi-même traîné là. Il pesait plus de 100 kilos. Le garage était fermé de l'intérieur. Les fenêtres étaient intactes. Personne n'avait forcé la porte. Il s'était tout simplement évaporé. Je me tenais au milieu de mon garage fermé et un froid qui n'avait rien à voir avec la fraîcheur de la nuit me parcourut lentement le dos. Je suis resté dans le garage pendant environ 10 minutes. Je regardais simplement la carrosserie vide. Mon cerveau refusait d'assimiler l'information. J'ai fait le tour du pick-up. J'ai regardé dessous. J'ai vérifié les serrures du portail. Elles étaient inverrouillées de l'intérieur. Les fenêtres du garage, 2 petites lucarnes sous le plafond, étaient intactes et recouvertes d'une épaisse couche de poussière. Personne n'aurait pu entrer. Et personne n'aurait pu sortir d'ici une carcasse de 100 kilos. Ma première pensée fut absurde. J'avais perdu la raison. Peut-être n'avais-je jamais ramené de cadavre. Peut-être que j'étais simplement rentré chez moi, épuisé par la poursuite, et que j'avais rêvé tout cela. Je me précipitai dans la maison, dans les toilettes, et je vomis. Ce n'était pas de la panique, mais la réaction de mon organisme à un dysfonctionnement total. Je m'agrippais au lavabo et me regardais dans le miroir. Mon regard était hagard. Des preuves. J'avais besoin de preuves. Je me suis précipité vers le sac à dos que j'avais laissé dans le couloir. J'ai vidé tout son contenu sur le sol. Le couteau, la lampe, les restes de nourriture, la gourde. J'ai fouillé dans les poches du sac à dos à la recherche du petit sac en plastique avec le morceau de laine que j'avais trouvé près de la grotte. Il n'était pas là. Je me souviens très bien l'avoir mis dans la poche latérale. La poche était vide. J'ai alors pensé à mon téléphone. J'avais pris des photos. Les mains tremblantes, je l'ai trouvé et allumé. Je suis allé dans la galerie. Le dossier contenant les photos était vide. J'ai vérifié la corbeille, le stockage cloud. Rien. Tout avait été effacé. Cependant, je n'avais pas effacé quoi que ce soit. J'étais assoupi sur le canapé. Cela ne ressemblait plus à un simple trouble. Cela ressemblait à un nettoyage méthodique. Quelqu'un ou quelque chose n'avait pas simplement emporté le corps. Il avait méthodiquement détruit toutes les preuves. Mais comment? Comment avait s'est-il pu accéder à mon téléphone? Et là, je me suis souvenu. Les caméras. J'avais installé un système de vidéosurveillance rudimentaire autour de ma maison. Une caméra était dirigée vers l'allée et le portail du garage. C'était ma dernière chance. Je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai ouvert le programme de vidéosurveillance. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal aux oreilles. J'ai trouvé la période qui m'intéressait, depuis mon arrivée jusqu'à ce moment-là. La vidéo défilait lentement. Je voyais mon pick-up entrer dans le garage. Le portail se fermait. Puis, plus rien pendant plusieurs heures. Juste une cour sombre et silencieuse. Et puis, j'ai vu. L'heure indiquée était 4h17 du matin. Du mouvement. Pas près du portail, ni de la maison, mais à la limite du terrain, là où commençait la forêt. La qualité de l'enregistrement nocturne était granuleuse, en noir et blanc. Mais la silhouette était clairement visible. Une silhouette grande et sombre est sortie des arbres. Elle se déplaçait sur 2 jambes. Il se déplaçait avec fluidité, pas comme un être humain. Sa démarche avait une grâce animale, mêlée à une droiture humaine. Il ne s'approchait pas.
Il se tenait simplement à l'orée de la forêt, à une quarantaine de mètres de ma maison, et observait. Il regardait directement vers le garage. Il était-il y resté ainsi, presque immobile, pendant environ 1 minute. Puis, il s'est lentement retourné et s'est fondu tout aussi silencieusement dans l'obscurité de la forêt. J'ai regardé cette séquence une vingtaine de fois. Je n'ai pas perdu la raison. C'était réel. Ils n'ont pas forcé la porte. Ils n'ont pas cassé les serrures. Ils sont simplement entrés. Ils ont pris ce qui leur appartenait. Et celui-ci montait la garde. Il observait. Ils savaient mais que j'étais là. Ils savaient là que je dormais. Ils étaient à 2 pas de moi. La peur a fait place à une compréhension glaciale. Je ne suis plus un chasseur, je suis un témoin et une cible. J'ai troublé leur tranquillité, j'ai tué l'un des leurs. Et ils ont répondu, pas par une attaque, mais par une démonstration. Ils m'ont montré qu'ils pouvaient m'atteindre n'importe où, n'importe quand. Entrer dans ma maison fermée, prendre ce qu'ils voulaient et partir sans être remarqués. Je ne pouvais pas rester ici. Je devais fuir, immédiatement. Au cours des heures qui ont suivi, j'ai agi comme un robot, suivant un plan précis né de mon instinct animal de survie. Première chose à faire, trouver une couverture officielle. J'ai appelé mon responsable, Mike, et lui ai dit que je démissionnais. J'ai inventé une histoire à propos de ma mère malade dans un autre État. Il était furieux, criait à propos du contrat, des pénalités. J'ai accepté tout ce qu'il voulait. Je me moquais de l'argent. J'avais besoin de liberté. Ensuite, il fallait tout détruire. J'ai rassemblé tout ce qui me reliait à cette vie. Contrats, cartes, rapports, vêtements de travail. Tout a fini dans un vieux tonneau dans le jardin et a été brûlé. J'ai détruit le disque dur de l'ordinateur sur lequel je regardais les vidéos avec un marteau et j'ai jeté les morceaux dans la rivière la plus proche. Le téléphone a subi le même sort. J'ai acheté un téléphone à touche bon marché et une nouvelle carte SIM dans un magasin ouvert 24 heures sur 24. Je n'ai pas vendu ma maison ni ma voiture. Cela prend trop de temps et laisse des traces. J'ai simplement tout laissé. J'ai mis dans mon sac à dos uniquement de l'argent liquide, des vêtements de rechange, une arme et des munitions. Mais avant de partir, je devais faire encore une chose. Je ne pouvais pas l'expliquer logiquement. C'était une sorte d'impulsion irrationnelle. Je devais retourner à cet endroit, à la clairière où tout s'était passé. J'avais besoin de la voir à la lumière du jour, de m'assurer que tout cela était bien réel. Je me suis rendu dans les montagnes avec le même pick-up. La route semblait différente. Chaque partie sombre de la forêt me rendait paranoïaque. Je suis arrivé à l'endroit où j'avais laissé la voiture et j'ai continué à pied. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Lorsque je suis arrivé dans la clairière, je me suis arrêté. Elle était propre. Il n'y avait aucune trace de lutte, pas de sang, pas d'herbe arrachée. Même les douilles de mes cartouches avaient disparu. Comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas été là la nuit dernière. Comme si la forêt avait effacé toutes les traces, pensé la blessure que je lui avais infligée. J'ai fait le tour de la clairière. Tout était intact. J'étais sur le point de partir, convaincu que j'avais définitivement perdu la raison quand je l'ai remarqué. Sur le vieux pin derrière lequel je m'étais caché pendant l'embuscade, quelque chose brillait au soleil. Je me suis approché. Mon couteau de chasse était planté dans l'écorce de l'arbre, jusqu'à la poignée, celui-là même qui se trouvait dans mon sac à dos, celui-là même que je n'avais pas réussi à trouver lorsque j'avais vidé le contenu de mon sac sur le sol de ma maison. Il était planté avec soin, perpendiculairement au tronc, et il était parfaitement propre. La lame avait été essuyée jusqu'à briller, pas une goutte de sang, pas un seul cheveu. Je restais là à regarder ce couteau, et c'était plus effrayant que la créature à 2 pattes dans la forêt, plus effrayant que la benne vide du camion, parce que c'était un message froid, calculé et sans ambiguïté. Il disait
Nous avons été chez vous. Nous avons fouillé dans vos affaires. Nous avons pris ce dont nous avions besoin. Nous avons trouvé votre couteau et nous vous l'avons rendu. Nous savons qui vous êtes. Nous savons où vous êtes. Nous aurions pu venir vous chercher, mais nous ne l'avons pas fait. Pour l'instant. Je n'ai pas touché le couteau. Je me suis retourné et, sans me retourner, je suis retourné à ma voiture. Je marchais rapidement, presque en courant. Je n'avais aucune pensée dans la tête, seulement le battement de mon cœur dans mes tempes. Et un seul mot, fuir. Je suis monté dans le camion et j'ai pris la direction du sud. Je ne m'arrêtais pas avant que le Montana ne soit loin derrière moi. À la première grande aire de repos en Idaho, je vendis mon pick-up pour une bouchée de pain au premier revendeur venu. J'achetai une vieille voiture banale en espèces et continuai ma route vers le sud, sans but, sans plan, juste le plus loin possible de ces montagnes. 6 mois. J'ai passé 6 mois dans une petite ville du nord du Wyoming, près de la frontière avec le Dakota du Sud. J'avais choisi cet endroit pour son isolement, une plaine, du vent et rien d'autre. Pas de forêt profonde, pas de haute montagne qui aurait peut-être pu offrir un peu d'ombre. J'ai loué une petite maison à la périphérie et trouvé un emploi dans un garage. Je payais tout en espèces, n'utilisais pas de carte bancaire et ne m'inscrivais sur aucun réseau social. Je suis devenu un inconnu, un visage parmi tant d'autres. La nuit, je rêvais encore des montagnes du Montana. Je me réveillais au son des branches qui craquaient et d'un hurlement grave et vibrant. Les premiers mois, je dormais avec un fusil de chasse près de mon lit. Puis, petit à petit, j'ai commencé à me convaincre que j'étais en sécurité. Ils m'avaient laissé partir, ils avaient récupéré leur homme, effacé leurs traces et m'avaient laissé tranquille. Ce couteau dans l'arbre était le dernier mot de notre dialogue, un adieu. J'ai presque fini par y croire. J'ai commencé à aller pêcher dans la rivière locale. Cela m'apaisait. Le courant monotone, le clapotis de l'eau. Un jour, il y a 2 semaines, je retournais à ma voiture sur un chemin de campagne détrempé par la pluie. Et j'ai vu une empreinte, j'ai gelé sur place. Mon cœur a raté un battement, puis s'est mis à battre à toute vitesse. Je me suis lentement penché. C'était lui. Aucun doute possible. La même taille, près de 18 cm de long. La même profondeur de l'empreinte, qui témoignait d'un poids incroyable. Et le même détail effrayant. L'empreinte de la patte arrière était légèrement décalée vers l'avant, recouvrant presque celle de la patte avant. Comme si, pendant une fraction de seconde, la créature avait transféré le poids de son corps vers l'arrière en se soulevant. Je me redressai et regardai autour de moi. Il n'y avait qu'une plaine couverte de buissons clairsemés. Aucune montagne, aucune forêt dense. D'où pouvait-il venir? Au début, j'ai pensé que c'était une simple coïncidence, le fruit de mon imagination, provoquée par un vieux traumatisme. Je suis rentré chez moi et j'ai verrouillé la porte. Mais je n'ai pas retrouvé mon calme. J'ai arrêté d'aller à la pêche. J'ai recommencé à inspecter ma maison avant de m'endormir, à vérifier les serrures plusieurs fois. Il y a 1 semaine, je l'ai revu. La nuit, je ne pouvais pas dormir et je regardais par la fenêtre la rue déserte. À la lumière d'un réverbère lointain, sur l'asphalte mouillé par la pluie du soir, j'ai vu une série de traces. Quelqu'un avait traversé la rue. De grandes taches peunes sombres et humides. Elles menaient même de nulle part vers nulle part. Au matin, elles avaient donc disparu. J'ai compris qu'il ne m'avait pas laissé partir. Il m'avait simplement accordé un délai. Le temps de me sentir en sécurité, de baisser ma garde. Il m'avait suivi tout ce temps. Ou pire encore, il n'est pas seulement là, dans les montagnes du Montana. Ils étaient rodés partout. Et moi, en tuant l'un d'entre eux, je m'étais simplement marqué. Je suis devenu intéressante à leurs yeux, et j'ai alors compris que je ne pouvais plus fuir. Je pouvais déménager dans un autre état, dans une autre ville, mais un jour, je reverrai cette trace sur une route poussiéreuse ou sur l'asphalte mouillé. La seule chose que je pouvais faire, c'était de raconter.
de laisser une trace, un avertissement. Si quelque chose m'arrivait, quelqu'un trouverait peut-être ces textes. Peut-être serait-il comme moi, et cette histoire l'aiderait. Ou peut-être serait-il l'un de ceux qui doivent savoir que la menace est réelle. C'est pourquoi je me suis assis et j'ai commencé à écrire. Tout depuis le début, sans rien cacher, de la manière la plus simple et la plus honnête possible. Comme un rapport. Le dernier rapport de ma vie. J'écris ces lignes maintenant dans ma petite maison du Wyoming. Il fait nuit, dehors. Le vent souffle sur la plaine. Je me sens étonnamment calme. La peur est passée. Il ne reste qu'une fatigue sourde et profonde. Je ne sais pas comment ils viendront, si ce sera rapide, mais je sais que cela arrivera aujourd'hui. Le sentiment d'être observé est un revenu il y a quelques heures. Il n'est pas dans la forêt derrière la fenêtre. Il n'est pas là. Il est partout. C'est comme si l'air lui-même me regardait. J'ai terminé mon récit. Je n'ai rien à ajouter. Je n'appellerai pas la police ni ne demanderai de l'aide. Cela n'a aucun sens. La porte est verrouillée, les fenêtres sont fermées. Mais je sais que cela ne signifie rien. Je suis assis à la table de la cuisine sur laquelle se trouve mon ordinateur portable avec ce texte. Sur la table de la cuisine, à côté de l'ordinateur portable, se trouve mon nouveau couteau de chasse. Ce matin, lorsque je suis parti travailler, il était dans le tiroir.